Hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, bienvenue aussi aux petits nouveaux sur ma chaîne. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver puisque je vais aborder l'une de mes lectures et l'un de mes visionnages favoris, à savoir l'œuvre Les Enfants Loups. Donc j'ai ici avec moi les 3 premiers tomes que vous pouvez retrouver aisément en librairie. Et puis hier soir j'ai en fait revisionné l'animé, c'est vrai qu'il m'a énormément touchée depuis très longtemps. Et donc j'ai décidé incontestablement de tourner cette vidéo pour vous en parler. Je vous cache pas que j'ai rencontré quelques difficultés pour visionner l'animé. Il faut être persévérant sur les plateformes de streaming, c'est un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vais aborder l'œuvre dans sa globalité. Comme d'habitude, je fais des vidéos assez exhaustives. Alors petit disclaimer, tant que j'y pense avant de commencer, sachez que si vous n'avez pas lu le manga, si vous n'avez pas vu l'animé, je risque de spoiler dans cette vidéo certains éléments. C'est vrai que je me suis pas gênée sur la quantité d'informations, d'illustrations que je vais vous transmettre. Par là même, n'hésitez pas à faire votre propre expérience avant de venir voir cette vidéo. Vous risqueriez d'être déçus si je ne vous le disais pas. Et si ça vous convient, je vous propose de commencer juste après l'intro. Il faut savoir qu'initialement, Les Enfants Loups, c'est un film d'animation qui a d'ailleurs été diffusé en avant-première à Paris. C'était en 2012 en présence de Mamoru Hosoda. Donc je vous parlerai un petit peu de lui par la suite. Ce long métrage d'animation est donc sorti en juillet 2012 au Japon et en France en août 2012. Donc vous voyez, c'est très rapproché, très rapide. Les Enfants Loups, c'est produit par Saito. La musique, elle est de Takagi Masakatsu. Le long métrage est scénarisé par Satoko Okudera et Mamoru Hosoda. Cet auteur, réalisateur, scénariste, né en 1967 et il sera diplômé de l'Université des Arts de Kanazawa. Il tentera par la suite d'intégrer l'Institut de formation des studios Ghibli, qui le fascinait notamment par sa capacité à aborder des sujets parfois difficiles sans tomber dans, vous savez, le grand drama, le larmoyant et en restant quand même ouvert au grand public. C'était l'époque où Ghibli finissait la réalisation de Kiki la petite sorcière et commençait un petit peu à travailler sur le projet Souvenir goutte à goutte. Donc Hosoda est allé passer l'examen d'entrée et il a été retenu jusqu'à la dernière sélection pour finalement ne pas être retenu. Il débutera donc en 1991 sa carrière chez Toei Animation en tant qu'animateur. Peut-être que ça vous fait écho puisque c'est également le parcours initial de Hayao Miyazaki. Et là-bas, eh bien, ce n'est pas rien, il va participer à l'élaboration de séries très conséquentes du type Sailor Moon ou encore Dragon Ball Z. Il va également réaliser des spots publicitaires d'animation pour de grandes marques telles que Louis Vuitton. Et puis un petit peu plus tard, il sera approché par les studios Ghibli pour réaliser Le Château Ambulant. Malheureusement, c'est un projet qui n'aboutira jamais et qu'on confiera, vous le savez sûrement, plus tard à Hayao Miyazaki. Et en effet, il semble que cet événement ait laissé à Hosoda un goût amer vis-à-vis des studios Ghibli. Il leur reproche notamment de pas suffisamment laisser s'exprimer une sensibilité divergente à celle des fondateurs du studio, à savoir Takahata et Miyazaki. Donc, sous-entendu, on ne lui a pas laissé suffisamment sa place et c'est quelque chose qu'il n'a pas apprécié. Il quittera par la suite le studio Toei Animation pour travailler avec Madhouse. Alors peut-être que de nom, ce studio ne vous parle pas, mais en fait derrière certains produits qui se sont très largement diffusés, il y a ce studio comme Rémi sans famille, Card Captor Sakura, Olive et Tom, Nana, plus récemment il y a Death Note, Hunter x Hunter, donc vous voyez tout un tas de séries d'animation qui sortent de Madhouse. Donc finalement on voit bien que Hosoda a eu un parcours un petit peu prestigieux et puis que vous connaissez peut-être, il est aussi à l'origine de La Traversée du Temps et Summer Wars. Par la suite, donc c'est en 2011, il quitte Madhouse pour fonder son propre studio, même il co-fondera avec Saito qui est également à l'œuvre dans Les Enfants Loups. Ensemble ils créent le studio Shizu et c'est de ce studio que naîtra Les Enfants Loups comme première production. Ainsi Hosoda va pouvoir développer ses propres idées, ses propres envies et notamment les thématiques qui lui sont chères, à savoir la famille et la nature. En France, ce sera produit par Kazé, de même que les mangas seront publiés également chez Kazé. Alors, il faut savoir qu'au Japon, le long métrage d'animation rapportera 4,22 millions de yens, soit environ 34 millions d'euros. Donc c'est assez conséquent. Il coule de ce succès un nombre de copies exploitées et diffusées à l'international. En France, le film cumule plus de 200 000 entrées, ce qui correspond au plus grand succès du réalisateur sur le territoire français et qui reste également l'un des plus grands succès du cinéma indépendant de l'année 2012. Donc on peut conclure à un excellent accueil de la part de la critique et même jusqu'en France, d'ailleurs notamment en France, puisque le film est classé 22e dans la liste des meilleurs films de tous les temps selon les spectateurs sur Allociné
ciné. Pour ce qui est des récompenses pour les enfants loups, j'ai noté 2 prix gagnés et 2 nominations. Les 2 prix en question sont le prix Meinichi du meilleur film d'animation en 2012 et puis le Miroir d'argent et le prix du public au festival film From the South d'Olso en 2012 également. D'ailleurs, en raison de la popularité installée et montante du réalisateur Osoda depuis quelques années, tous les films du studio Shizu font partie des rares longs métrages d'animation japonais à bénéficier systématiquement d'une distribution à l'international. Effectivement, vous l'aurez compris, Mamoru Osoda est actuellement considéré comme l'un des nouveaux grands talents de l'animation japonaise. Le métrage d'animation Les Enfants Loups, il dure au total 1h56 et les genres qu'il englobe sont les relations amoureuses, familiales, les modes de vie, mais également la monoparentalité, la nature et tout un tas d'autres thématiques, je pense. Moi, je dirais que globalement, ça entre dans la tranche de vie. Pour vous parler un petit peu maintenant du manga, il est sorti, lui, entre 2012 et 2013 en 3 volumes. Le dessin est de Yu. L'éditeur japonais, c'est Kodokawa Shoten. En France, je vous l'ai dit, c'est Kazé. Et pour la cible éditoriale, elle est notée en seinen. Le manga, quant à lui, a reçu le prix du manga de l'année dans la catégorie seinen en 2013 par le site Manga News. À titre indicatif, on a aussi un roman éponyme qui s'appelle donc Les Enfants Loups qui est sorti en 2012, ainsi qu'un artbook sorti également en 2012. Et maintenant que je vous ai fait ma présentation formelle de l'œuvre, je vais vous proposer directement de passer à la partie résumé et explication. Donc je m'acquitte de cette tâche de vous expliquer l'histoire avec mes mots et de la manière la plus pertinente et intelligible possible. Il s'agit d'une histoire qui a l'air très simpliste initialement. On a une jeune femme de 19 ans qui est nommée Anna. Elle vit une vie ordinaire, elle va à l'université, elle est un petit peu isolée semble-t-il, un petit peu studieuse et dans son coin. Et puis sur les bancs de l'université, elle remarque la présence d'un jeune garçon qui lui aussi est assez solitaire, qui ne s'inscrit pas au cours, qui attire tout simplement son attention. Et elle va établir le contact avec lui. Il est vrai qu'initialement, il prend du recul, il la met un petit peu à distance et on ne comprend pas vraiment pourquoi, donc c'est un petit peu énigmatique. Et puis, force de persévérance, ils vont se retrouver à développer une certaine relation de complicité, d'affection. Peu à peu, une véritable histoire d'amour s'instaure entre eux. Ce qu'ignore alors le personnage d'Anna, c'est que ce jeune homme a un secret. C'est justement pour ça qu'il se met autant en retrait et à l'écart de la société. Ce secret, c'est qu'en réalité, c'est un homme loup, c'est-à-dire qu'il descend directement d'une lignée de loups japonais qui sont en voie d'extinction. Donc c'est un hybride sous une forme humaine ou animale, et c'est lui qui le décide entre guillemets. La vie suivant son cours, Anna tombe enceinte d'un premier enfant, ce sera une jeune fille qui s'appelle Yuki. Quelque temps plus tard et de manière très rapprochée, elle mettra au monde un deuxième bébé qui est un jeune garçon qui s'appellera Ame. Malheureusement, tandis qu'ils vivent un quotidien ordinaire et très harmonieux, il va y avoir un drame qui va laisser se succéder tout un tas d'autres à la suite. Il s'agit d'un accident dans lequel va périr le père de famille, ce qui fait que la jeune femme Anna se retrouve seule avec ses 2 enfants. Et de là, elle va devoir construire sa vie, faire face aux imprévus, faire face aux injustices. Et c'est toute la complexité de cette histoire et en même temps la magie. On voit les beaux moments, mais aussi les difficultés. Et je vais vous en parler plus en détail, mais voilà, on va dire que ça, c'est le synopsis principal de l'histoire. Je pense que je vous ai donné une vue introductive. Et je reviens sur les personnages pour vous les détailler un petit peu davantage. Je commence avec Anna, la mère de famille. Elle est assez calme, paisible, sérieuse. Elle fait toujours de son mieux, elle garde toujours le sourire. C'est un personnage qui apparaît très bienveillant, très compréhensif, une mère entre guillemets parfaite, très attentionnée envers ses enfants. Et pour ce qui est de sa première progéniture, à savoir la jeune fille Yuki, elle va être complètement décadente. C'est une jeune fille très extravertie, qui va s'exprimer, qui va faire des crises de nerfs, qui va pas être si facile à gérer, mais qui déborde d'énergie et de vie. C'est le genre d'enfant qui vient totalement chambouler votre quotidien, qui vient mettre vos nerfs à rude épreuve. Au-delà de son côté très turbulent et fougueux, Yuki, c'est un personnage qui est très attachant, une jeune fille pleine de vie, pleine de tendresse comme sa mère. Et pour ce qui est du jeune garçon, Ame, il va être un petit peu l'opposé de sa sœur en ce sens où il va être très introverti, très sensible, il va se montrer réfléchi, souvent en retrait. Il s'exprime peu, il se cache beaucoup derrière sa mère Anna. Et donc c'est par le prisme de ce nouveau quotidien entre ces 3 protagonistes que l'histoire va suivre son cours. Je passe tout de suite à mon retour de visionnage, mon retour de lecture par là même également, au travers de mes aspects positifs pour commencer. Et je parle plutôt de la forme, comme d'habitude. Les illustrations, les dessins sont d'une grande qualité.
Je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne, c'est vrai que je suis une inconditionnelle fan des studios Ghibli, des travaux de Isao Takahata, de Hayao Miyazaki, et c'est vrai que je retrouve difficilement la qualité graphique, voire impossiblement cette qualité graphique dans d'autres animés. Et c'est vrai que le travail de Mamoru Hosoda, je le trouve très intéressant et très juste, très harmonieux. J'ai pas forcément envie de le comparer tout le temps systématiquement au studio Ghibli, aux travaux de Miyazaki, puisque je sais que c'est quelque chose qui est beaucoup reproduite et que j'apprécierais pas si j'étais à sa place. Donc je m'arrêterai strictement à ça. Ce sont de très belles illustrations, les couleurs sont somptueuses. C'est vrai que j'adore la forme de cet animé, les couleurs, les dessins, les voix, également les musiques qui vont être bien soignées, de belles musiques. Le second aspect positif que j'ai relevé, et là c'est plutôt de l'ordre de ce qui m'est personnel, je tiens vraiment à vous dire que les prénoms qui sont évoqués dans cet animé, je les adore. En plus il y a une forte signification derrière. Anna en japonais ça veut dire fleur, et il y a une petite histoire en rapport avec ça, vous le saurez si vous visionnez l'animé, si vous lisez les mangas ou si vous l'avez déjà fait. Yuki, bien ça veut dire neige, puisque le jour où Anna a accouché de sa fille, il neigeait. Et puis Ame, ça veut dire pluie. Toujours dans le même schéma, le jour où Anna a accouché d'Ame, il pleuvait. Vous voyez, ça fait à chaque fois écho à la nature. C'est aussi en rapport avec finalement le côté animal de leur père. Et par là même, je trouvais ça intéressant de vous le transmettre. Par ailleurs, je voulais vous faire un petit écho, un petit parallèle avec les travaux de Miyazaki. Alors non pas parce que je veux à tout prix strictement comparer les travaux de Mamoru Hosoda avec Hayao Miyazaki, je trouve ça un petit peu stupide et on n'est pas là pour mettre en évidence ce que lui fait mieux, ce que lui fait moins bien, mais pour moi c'est un petit peu le référentiel, les travaux des studios Ghibli de manière générale. Et en sachant que Hosoda était un petit peu lié de près ou de loin aux studios Ghibli, j'ai trouvé intéressant de mettre en évidence des thématiques communes à ses œuvres. Donc je vous l'ai déjà dit, évidemment il y a l'ode à la nature qui est l'une des thématiques principales des œuvres de Miyazaki notamment, également de Takahata, et ici qu'on retrouve beaucoup. Il y a également le côté dénonciateur de la cruauté humaine. Effectivement, dès le début de l'animé, on a le ton, dès le début du manga, on voit le père qui est sauvagement jeté dans un sac poubelle puisqu'il est sous forme animale dans une benne à ordures avec les éboueurs qui partent en l'ayant à l'arrière du camion. Donc c'est une image qui est extrêmement choquante et qui montre vraiment l'inconsidération des êtres humains envers les animaux. Je pense également à une image très parlante, que ce soit dans l'animé ou dans le manga, où on a un loup qui se retrouve derrière les barreaux et en fait son visage, son corps est entouré des barreaux comme ça. Ça montre une fois de plus, je pense, le côté terrible, dénonciateur du pouvoir un petit peu suprême que s'octroient les êtres humains, cette façon de se privilégier face aux autres espèces. Pour les échos aux travaux des studios Ghibli, il y a également l'idée qu'on est dans un cadre dans Les Enfants Loups très réaliste où on intègre un aspect particulièrement fantastique avec cette idée qu'ils sont ces enfants du coup mi-humains, mi-loups comme l'était leur père. C'est des éléments qu'on retrouve aussi dans les œuvres notamment de Miyazaki comme dans Kiki la petite sorcière. On est dans un univers qui est assez réaliste avec un élément fantastique qui est l'introduction des sorcières. Ici, paradoxalement, ce sont des enfants loups, c'est-à-dire qu'ils sont mi-humains, mi-animaux. Pour autant, on ressent une proximité avec eux qu'on ne ressent avec aucun autre protagoniste de l'histoire. On se sent attaché à eux et surtout, ils apparaissent comme davantage humains que peuvent l'être d'autres êtres humains. Et ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup écho, je trouve, aux thématiques et aux propos de Miyazaki. En revanche, je trouve que Les Enfants Loups, ça tranche avec la dichotomie qu'on retrouve beaucoup dans les autres Ghibli, à savoir que souvent, on va être soit sur un animé avec des propos sérieux, intellectuels, graves et engagés. Je pense surtout à Nausicaa, Mononoke, également à Porco Rosso dans une certaine mesure. C'est également la façon dont Takahata travaille beaucoup. Et puis l'autre penchant de la dichotomie chez Miyazaki, c'est des animés aux propos bien plus enfantins, bien plus légers. Par exemple La Colline au coquelicot, Ponyo ou évidemment Totoro. Quant au long métrage Les Enfants Loups, il arrive à insérer de manière très qualitative un mixte parfait. C'est-à-dire qu'on est sur un long métrage d'environ 2 heures, on l'a dit. Au cours de ces 2 heures, on va vraiment passer up and down. Il y a des moments émotionnellement très très beaux, très heureux et des moments très compliqués à vivre, très émouvants qui je pense nous prennent tous aux tripes. Et sincèrement félicitations pour ça parce que c'est le seul animé que j'ai vu mêler aussi bien des aspects aussi dramatiques et aussi heureux, aussi légers, aussi agréables. C'est la véritable force quelque part de cet animé, de ce manga. Il y a également une double vision qu'on peut aussi parfois retrouver dans les travaux de Miyazaki où on est à la fois dans une perspective humaine puisque la narratrice de l'histoire c'est Yuki, c'est la fille aînée, et puis on a également une perspective animale davantage par
le père et puis Ame par la suite, où on va également se retrouver dans la perspective d'un loup notamment, même si c'est de manière moins prégnante. Et cette double vision comme ça, elle donne de l'ampleur, du dynamisme au récit, tant sur le plan sensoriel, notamment par la vision, que sur le fond, l'histoire en elle-même. Et puis on voit cette mise en valeur de l'espèce des loups qui a une forte symbolique au Japon. Donc finalement pour moi l'aspect positif que je retire beaucoup des Enfants loups, c'est cet équilibre parfait entre une histoire qui est très saine, très pure et qui ne va jamais tomber dans le cliché linéaire et idéaliste, puisque je vous l'ai dit, on traverse de véritables moments difficiles, des coups durs du quotidien qui viennent casser un petit peu le côté idéaliste que la mère essaye d'insuffler dans son éducation et envers ses enfants. Lorsque je vous dis qu'on insère des moments difficiles, je fais vraiment appel à de grandes souffrances. On a un moment où Ame, par exemple, manque de se noyer, de mourir. Le père meurt sous les yeux de sa femme et de ses enfants. On a quand même des événements marquants, majeurs, profondément violent et choquant, de solitude, de désespoir, de détresse. C'est ça pour moi strictement qui fait le côté réaliste et authentique de l'histoire. Également le fait que tout n'est pas toujours simple. Effectivement, la mère va essayer d'enseigner sans cesse à ses enfants de nouvelles choses, de la bienveillance, de la tolérance qui les soutient énormément, mais elle leur enseigne également les valeurs de la vie qui sont essentielles et qui sont moins amusantes, comme la persévérance. On la voit ne jamais lâcher l'affaire, toujours se battre jusqu'au bout et puis y arriver. Et ça fait complètement partie des apprentissages à transmettre à ses enfants, selon moi. Par ailleurs, cet animé, il évoque des sujets de société qui sont très importants, comme par exemple l'écologie, la migration rurale vers la vie citadine, le passage de l'enfance à l'âge adulte avec tous les questionnements identitaires que ça englobe, également la notion de secret, à quel point le secret va pouvoir nous isoler des autres, à quel point la stigmatisation par les différences peut être douloureuse. Tout ça, vous voyez, ce sont des choses qui font écho à tout le monde, des éléments de vie de manière générale, et qui dépassent l'aspect fantastique pour se centrer finalement sur des thématiques communes à tous. Bien évidemment, cet animé pour les plus jeunes, elle met aussi de belles qualités, de belles valeurs en avant, comme le partage, l'entraide, surtout intergénérationnel. On voit beaucoup les personnes âgées notamment venir soutenir Anna, les enfants. Cette façon comme ça d'être seul et de se retrouver entouré et aidé, c'est aussi quelque part donner de l'espoir au public, aux lecteurs. C'est tout un tas de belles qualités qui sont évoquées en un animé, qui font pour moi sa force, qui explique l'attachement vraiment particulier que je lui porte. Toujours sur mes éléments positifs, j'ai également évoqué la chronologie des événements qui est plutôt intéressante. J'ai relevé notamment une citation de Mamoru Hosoda qui dit lui-même « Cette histoire est un voyage s'étalant sur 13 années. » Donc je vous laisse imaginer qu'en à peine 2 heures de film, et même moins, et en 3 tomes, on arrive à faire une histoire qui chronologiquement s'étend sur plus d'une dizaine d'années. Et au-delà d'avoir réussi à le faire, c'est bien fait puisqu'on va avoir des plans dans l'animé qui servent d'ellipse narrative, notamment un où on a la caméra comme ça qui se déplace d'une classe scolaire à une autre, donc CE2, CM1, CM2, quelque chose comme ça. Et on voit Ame en classe, on voit Yuki en classe. Ça nous donne des indices visuels très rapidement qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer et de suivre l'histoire en ayant une perspective de ce qui s'est passé pendant ce temps-là. C'est anecdotique, vous savez que j'adore ça. J'aime énormément la relation que partage la jeune fille Yuki avec le garçon qui s'appelle Sohei. C'est une relation qui, je trouve, est très authentique. Elle n'est pas surfaite, comme on en voit très souvent dans les animés. Elle est particulièrement touchante, surtout parce qu'elle est dépeinte de manière très ordinaire, très authentique. Je pense que c'est comme ça que s'instaure une véritable histoire d'amitié dans la vraie vie. Moi, en tout cas, dans les rapports de ces deux protagonistes, je vois beaucoup de justesse et beaucoup de réalisme. C'est pour ça que je l'aime autant. Comme autre point positif, je sais, j'en ai énormément. J'ai noté l'évolution des personnages et notamment l'évolution des enfants. C'est vrai qu'ils sont complètement imprévisibles. On ne s'attend pas du tout à ce schéma-là, à cette évolution. Et par là même, c'est très intéressant. Déjà, dès le début de l'histoire, c'est des enfants qui cassent complètement les codes des tempéraments liés au genre, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a tendance à plutôt assigner le caractère de Ame plus introverti, plus calme, plus réfléchi à une petite fille, et le côté plus explosif, imprévisible et énergique de Yuki à un jeune garçon. Et c'est d'autant plus intéressant, c'est vrai que quand on regarde un animé, un film plus largement, on a tendance à voir un petit peu venir les choses. Souvent c'est avéré, parfois pas, et
quand c'est pas avéré, ça a un côté très surprenant et très agréable et déroutant pour le lecteur, pour le public. Ici, c'est complètement ce que je ressens. De plus, Anna, la mère, a un rôle prépondérant et central dans l'histoire, et c'était pas chose évidente, je pense, dès le début, puisque on aurait pu imaginer que dès lors que ses enfants seraient nés, auraient un petit peu grandi, on l'apercevrait moins. Et en fait, pas du tout, elle fait partie jusqu'à la fin de l'histoire d'un des 3 personnages principaux. Et pour moi, ça c'est également une qualité d'avoir réussi à la maintenir en lui laissant sa place comme ça jusqu'au bout. Pour terminer sur mes aspects positifs, en faisant mes recherches, j'ai pu constater que de nombreux lecteurs ou visionneurs, on va dire, reprochaient le choix un peu dichotomique entre devenir loup strictement ou être humain à part entière. Et personnellement, je trouve ça en fait justement très réaliste qu'ils aient dû choisir à un moment donné, notamment pendant cette période de l'adolescence où ils construisent leur identité. En effet, on sait que c'est extrêmement coûteux pour les êtres humains et même les êtres vivants de manière plus générale de ne pas avoir de réponse claire et évidente, notamment sur des notions comme l'identité. Il semble assez évident depuis le début de l'histoire qu'il faille qu'il fasse un choix à un moment donné. Je trouve que c'est un petit peu argumenté par la mort du père qui vivait une vie un petit peu hybride entre le fait d'être un humain et un loup. On a bien vu que ça finissait par lui desservir puisqu'il a été retrouvé en loup dans une société humaine et on sait bien que là il y a danger. Pour moi c'est complètement évident qu'ils doivent faire un choix. Je pense que c'est une étape qui était élémentaire et à laquelle on ne pouvait pas couper. Bien que dans un monde idéal, évidemment je suis d'accord avec ces critiques là, c'est vrai que ça serait davantage parfait qu'ils puissent être à la fois loups, à la fois humains, comme bon leur semble, à leur gré, mais je pense que ça serait idéaliser les choses tant vis-à-vis de l'environnement que vis-à-vis d'eux-mêmes. Je passe donc à mes aspects négatifs et il y en a pas beaucoup et je commence au travers d'un semi-reproche puisque c'est quelque chose qui évolue au cours de l'histoire, mais initialement je suis absolument contre l'association qui est systématiquement faite entre Yuki, donc la petite fille avec des vêtements et des affaires roses, et Ame, le jeune garçon avec des affaires et des vêtements systématiquement bleus. C'est vrai que ces associations comme ça, très catégoriques de couleurs, c'est des assignations qu'on fait beaucoup au genre, du moins qu'on faisait beaucoup, Dieu soit loué, on est en train de dépasser ces stigmates-là. Mais voilà, je trouvais ça dommage et en plus incohérent vis-à-vis du propos et de ce que nous donnait par ailleurs l'animé. C'est vrai que c'est un semi-reproche puisqu'on voit qu'au fil de l'animé, notamment lorsqu'ils grandissent, ils vont se vêtir avec des couleurs, surtout Yuki qui porte beaucoup du bleu par la suite, qui s'inverse. Alors, un autre aspect négatif, et celui-là c'est pas des moindres, je mâche pas mes mots, je vous assure que ça... Je pense que c'était vraiment une erreur, c'était pas du tout nécessaire de le mettre. Il s'agit de l'animé. On a une scène vers le début, dès lors que le jeune homme avoue à Anna qu'il est à la fois loup et humain, il va se mettre à lui montrer sa véritable identité, elle va, vous l'aurez compris, l'accepter, et puis ils vont se rapprocher, s'embrasser et les choses dérivent. Et puis on a un plan un petit peu suggestif où on voit leurs ombres s'abaisser. Je pense que vous voyez duquel je parle si vous connaissez l'animé. Et ce moment me laisse extrêmement sceptique. Alors uniquement aujourd'hui, puisque c'est vrai que j'avais vu l'animé, j'avais lu le manga quand j'étais beaucoup plus jeune. Et ça ne m'a absolument pas choquée à ce moment-là, puisque j'avais un regard beaucoup plus dénué, beaucoup plus naïf. C'est vrai qu'en dehors de toute pensée mal placée, entre guillemets, c'est une scène qui peut paraître complètement belle, d'acceptation, de tolérance. Je l'entends et je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que ça pose quand même problème pour moi qu'ils aient, entre guillemets, débuter une scène d'amour alors qu'elle était elle humaine et lui en loup. Ça fait à la limite de la zoophilie. Je trouve que c'est une interprétation telle que je le dis là qui est beaucoup trop crue et personnellement c'est une scène qui ne me choque pas envers moi-même, je veux dire si j'étais seule au monde, mais je sais qu'il y a des individus qui peuvent regarder ça avec un regard différent. Donc pour moi c'est une image qui aurait pu être modifiée, qui aurait pu ne même pas apparaître. C'est un petit peu la critique que je ferais, c'est déroutant, ça ne colle pas à la belle histoire, à la force du propos. Donc voilà, pour moi, ça c'est l'élément à éloigner de l'animé. Et enfin, mon dernier aspect négatif s'adresse strictement à l'animé pour le coup. Je trouve qu'il y a un manque d'élaboration sur la fin pour le personnage de Yuki. On sait de manière assez évasive ce qui va se passer pour elle, mais on développe peut-être davantage la fin d'Ame et de Anna, et j'aurais davantage aimé savoir, notamment si Yuki poursuit sa relation avec son amie de classe, avec Sohei, et comment ça va se passer pour elle par la suite. Et dans l'animé, c'est vrai que c'est assez succinct. On a très rapidement à l'esprit qu'elle part au collège, mais on n'en sait pas tellement plus. Et je trouve que ça, c'est un élément qui faisait défaut à la fin, qui pourtant est assez juste et assez élaboré pour moi. Pour ce qui est plus spécifiquement du manga, sachez que ça corrige un petit peu mon dernier point négatif. Il y a
une fin pour le personnage de Yuki qui est légèrement plus élaboré, on en sait davantage et donc ça conclut un petit peu cette critique que j'ai pu émettre. Donc n'hésitez pas si vous avez beaucoup aimé l'anime à lire les mangas, les 3 tomes. C'est peu coûteux, peu engageant et surtout ces mangas, je les porte dans mon cœur mais énormément. Je trouve qu'en fait c'est tellement rare d'avoir des animés qu'on aime profondément et d'avoir la lecture après en manga. Pour moi c'est quelque chose qui devrait être fait systématiquement et qui malheureusement n'est que très rare. Si on a la chance d'avoir une histoire développée complètement dans un manga qui est très fidèle à l'animé, que j'adore, qui en plus au niveau de sa forme a son originalité. En effet, je sais pas si vous vous en rendrez trop compte à la caméra, mais la jaquette est faite de manière cartonnée. C'est-à-dire que si vous voulez, le papier est différent de celui qu'on a l'habitude d'avoir. Des mangas qui systématiquement ont des premières pages illustrées comme ceci, des pages glaces qui sont somptueuses. On a des petits résumés comme ceci. On a des mots de l'auteur, c'est des mangas qui sont très riches avec des jaquettes qui sont extrêmement émouvantes, complètement dans le cadre de ce que propose l'animé que je crois avoir depuis 2013, depuis leur sortie. Et vous voyez, ils sont absolument impeccables. Pour moi, de toute façon, c'est un point d'honneur, hein. Je prends énormément soin de mes mangas. Mais sincèrement, je vous conseille cet achat. Le manga, c'est un énorme coup de cœur. Je salue énormément le travail de dessin de Yu, qui nous propose un graphisme très proche à celui de l'animé, limite indissociable. De plus, par le biais du manga, j'ai découvert un mot de Mamoru Hosoda envers Yu, celle qui a donc dessiné le manga. Il lui dit « excessivement doux, mignon et chaleureux, telles sont les qualités du dessin de Yu ». Ces premières esquisses m'avaient déjà fait bonne impression malgré leur simplicité et la version finalisée a fini de leur apporter expressivité et chaleur. Je suis vraiment très heureux d'avoir trouvé le mangaka idéal pour mettre en image cette œuvre fantastique. Ces moments confidences comme ça qui nous sont davantage livrés dans les mangas me font véritablement ressentir une authenticité, une bienveillance, une chaleur humaine qui règne entre les créateurs de cette œuvre, les enfants loups, qui me fait encore davantage l'apprécier. Toujours à titre d'exemple, à la fin des mangas, on peut lire de la part de Yu, notamment adressé à Mamoru Hosoda. Je suis une fan inconditionnelle des histoires de Monsieur Hosoda et quelle ne fut pas ma joie quand on m'a proposé d'adapter l'un de ses films en manga. Je me croyais en plein rêve. Donc vous voyez, on sent vraiment l'authenticité de la personne qui est dénuée de tout ego, entre guillemets, pour dire ce qu'elle ressent sincèrement. J'étais stressée car c'était la première fois que je m'attelais à une pré-publication. Si je suis parvenue au bout, c'est grâce à votre soutien à tous, chers lecteurs. Alors du fond du cœur, merci et encore merci. Pour conclure sur cette œuvre, je pense que vous l'aurez compris, je vous la recommande vivement. C'est l'un de mes longs métrages d'animation et manga favoris. C'est une très belle histoire qui est remplie de beaucoup d'émotions, qui est réalisée intelligemment, tant au travers de la forme, tout ce qui est sensoriel, les voix, le graphisme, les couleurs, la musique, que sur le contenu qui est proposé, à la fois un petit peu fantastique et magique, et en même temps très réaliste, parfois très dur, parfois très heureux. Je pense qu'on peut résumer l'ingéniosité du travail au travers du déménagement. Effectivement, les protagonistes initialement habitent dans un cadre très urbain, dans un petit appartement, peut-être un peu anxiogène, où Anna va beaucoup tenter de cacher les enfants pour les protéger. Et puis tout à coup, elle prend un tournant dans sa vie, elle prend un risque, elle quitte cet appartement, elle va s'installer à la campagne dans un coin complètement reclus, dans une maison qui est immense, où les enfants s'épanouissent en campagne. Et je pense que tôt ou tard, les deux lui ont bien rendu ce sacrifice, ce choix entre guillemets. Initialement, c'était plutôt Yuki qui était parfaitement heureuse et qui s'épanouissait beaucoup dans ces grands espaces très dynamiques. Et puis par la suite, c'est Ame qui a rejoint la vie un peu plus animale et la nature et qui donc a salué le choix de sa mère par là même, je pense. Ce moment où il déménage, c'est un moment charnière dans l'animé, tant sur le plan émotionnel et le vécu des protagonistes, que sur le plan graphique où on va nous proposer un total revers, de nouveaux paysages beaucoup plus lumineux, beaucoup plus colorés, de nature, de vie tout simplement. Je ne saurais que trop vous recommander de visionner cet animé, de lire les mangas, de les acheter. C'est un travail, je pense, qu'il faut saluer, qu'il faut majorer, je l'adore. Et je trouve sincèrement aussi que c'est un animé et un manga qui mériteraient beaucoup plus de succès, beaucoup plus de reconnaissance, beaucoup plus d'appréciation. J'ai l'impression qu'il reste dans les travaux d'animation peu ou modérément connus. Et pour moi, Les Enfants Loups, ça mérite d'être en première ligne de vue avec les œuvres des studios Ghibli par exemple. Ainsi, je clôture cette vidéo. J'espère profondément que vous l'aurez appréciée. Moi, j'ai passé un fantastique moment à vous délivrer toutes ces informations, mes ressentis, c'est toujours un plaisir. N'hésitez pas à me laisser un like, un commentaire, à vous abonner comme d'habitude. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle lecture, un nouvel animé. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.